Donc, je me présente, je m'appelle Marion Sabourin, je suis animatrice de la tribu Belgique et je suis aujourd'hui avec Margot Prévost et Justine Lambert, donc, qui se présenteront tout à l'heure et qui vous parleront de l'histoire qu'on se raconte, la communication au service de l'impact positif. Ah, bonjour à tous. Je vois qu'on a d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, avant qu'on se lance du coup dans cette présentation sur le thème donc de l'histoire qu'on se raconte, je vais vous parler un petit peu rapidement de la tribu Belgique et donc de ce qu'on fait dans cette tribu internationale. Alors déjà, il faut savoir que les tribus internationales, ça rassemble à peu près 20% des alumni Neoma. Et donc, c'est des tribus en fait qui permettent quand on arrive dans un pays et qu'on ne connaît pas forcément des personnes sur place, ça permet d'être accompagné. Ça permet d'avoir voilà, en fait, un réseau aussi sur place et de faire rayonner aussi l'image de Neoma à l'international. Et pour ce qui est de la tribu Belgique, on est assez représenté dans le sens où voilà, c'est un pays qui partage en partie la même langue, le français. Il y a pas mal de VIE aussi, donc de volontariat international en entreprise, donc des jeunes diplômés qui partent s'exporter, j'allais dire, ça marche pas trop, mais qui partent travailler en Belgique, voilà, dans le cadre du coup du travail, donc s'expatrier, ça y est, j'ai retrouvé. Et du coup, voilà, la Belgique a une population d'à peu près, de plus de 500 membres de Neoma alumni, donc d'anciens étudiants Neoma, donc c'est assez important. Et la Belgique, voilà, on est un petit pays, mais un pays assez multiculturel, qu'on a 3 langues officielles, qui sont du coup le français, le flamand, donc le Dutch, et l'allemand, parce qu'il y a aussi une région qui borde l'Allemagne et qui est germanophone du coup. On a 4 régions, en incluant du coup la région de Bruxelles-Capitale. Et voilà, j'y arrivé. La Belgique avec Bruxelles, du coup, donc, capitale de l'Europe, c'est très multiculturel. On croise un peu toutes les nationalités quand on se balade en ville, donc c'est assez sympa. Et puis c'est aussi le pays de la bière, des frites et des gaufres, ce qui est encore plus sympa. Donc comme je le disais, la tribu Belgique de Neuma, donc c'est plus de 500 membres. On essaye aussi de faire quelques événements par an. Bon, je ne vais pas vous le cacher, sur les 2 dernières années, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais sur une année normale, on va dire qu'on fait entre 3 et 5 événements par an sur des choses assez conviviales. Donc, on va déguster des bières, on va déguster du vin, on va faire des repas de fin d'année. On a été aussi au musée du chocolat, etc. Donc, voilà, assez sympa. C'est vrai les tribus internationales et les tribus régionales, je pense que on se concentre surtout sur le côté convivial, de rencontrer du monde, de faire perdurer le réseau Neoma voilà, en dehors de Paris, en dehors de la France. Et c'est toujours très sympa. Moi, ça fait 3 ans du coup que je suis arrivée en Belgique. Je suis arrivée en septembre 2018, donc quasiment au jour même. Voilà, toujours très contente d'être là. Et puis, on devrait avoir un prochain événement, enfin un premier événement physique depuis très longtemps, début novembre. Donc, je ne spoil pas trop. Pour ceux qui sont dans les listes de diffusion de la tribu Belgique, vous recevrez l'invitation. Pour ceux qui passent à Bruxelles, je vous invite aussi à participer à cet événement-là. Ça devrait être assez sympa. Et puis, voilà, je pense que j'en ai fini pour moi. C'était une très courte introduction qui est assez sommaire. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Margot Prévost et à Justine Lambert. Merci Marion pour l'introduction. Et du coup, on va en profiter peut-être, Justine, pour se présenter un peu plus en détail, que nos interlocuteurs sachent un peu à qui ils ont affaire. Du coup, je commence. Donc, moi, c'est Margot. J'ai été diplômée de Neoma en 2020.
j'étais à Neoma à Reims et à peu près environ un an du coup après la fin de Neoma, j'ai créé mon entreprise et je suis devenue biographe d'entreprise et pas plus particulièrement au service des entrepreneurs engagés et des entreprises à impact. Et donc, concrètement, mon ambition, c'est d'accompagner les entrepreneurs à écrire leur histoire pour faire passer exactement le message qu'ils ont envie de faire passer, les aider à diffuser leurs idées, à parler de leur entreprise un petit peu différemment. Et mon format préféré quand c'est possible, c'est un format assez long que je vois comme assez complémentaire à ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux et aussi complémentaire au podcast, qui est un format un peu plus long, mais pas aussi concret qu'un format imprimé, un livre ou une publication qu'on va pouvoir imprimer. Mais dans l'idée, ce qui m'anime, c'est vraiment de travailler sur le fond. Et après, ça n'empêche pas que la forme peut varier et qu'il y a différents formats qui permettent de raconter son histoire de façon impactante, que ce soit un manifeste, une page à propos, une newsletter ou les réseaux sociaux aussi qui peuvent être utilisés dans ce sens-là. Donc voilà pour une présentation un petit peu plus détaillée. Et Justine, je te laisse présenter ce que tu fais et qui tu es. Ça marche, merci Margot. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Justine Lambert et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Brains with Benefits, que j'ai fondée il y a à peu près un an et demi. Donc, pour vous raconter un peu mon histoire, moi, je suis une ancienne planeur stratégique. Donc, j'ai exercé au sein d'agences de publicité pendant à peu près 7 années pour conseiller les grandes marques en termes de stratégie de contenu et de communication. Donc, plus ou moins, qu'est-ce qu'on dit, à qui, où, pourquoi et comment. J'ai fait ça pendant 7 ans, 5 ans aux États-Unis et je suis rentrée en France il y a 3 ans pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé une première entreprise qui était dans l'événementiel et là, j'ai ressenti la solitude entrepreneuriale d'une manière très forte, ce qui a en fait tué mon premier business mais inspiré mon deuxième business, donc, qui s'appelle Brains with Benefits. C'est une communauté d'entrepreneurs qui est fondée sur l'entraide et sur les sessions de brainstorming entre entrepreneurs complémentaires. Donc, en fait, toutes les 2 semaines, on a des groupes de travail qui se rencontrent et qui vont craquer les problématiques business les uns des autres. Tour à tour, les entrepreneurs partagent leurs problématiques et solutionnent celles des autres. Et Margot, qui s'est présentée juste avant, fait partie de la communauté qu'elle a rejoint il y a quelques mois, entre 4 et 6 mois. Je n'ai plus exactement la date en tête. Et Margot m'a proposé d'animer avec elle ce soir. Donc, voici la raison de ma venue. Je ne viens pas de votre merveilleuse école, mais je suis ravie d'être là. Peut-être aussi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est intéressant de vous expliquer un peu comment le thème de cette intervention a été choisi, donc autour de la communication au service de l'impact. En fait, moi, quand j'ai entrepris, c'était vraiment avec l'idée de trouver des formats de communication qui allaient se mettre au service de l'impact. Et mon objectif avec ces récits d'entreprises et d'entrepreneurs, c'était d'inciter les gens à réfléchir d'inviter les gens à réfléchir avant de les inciter à consommer et de les inviter à se poser des questions, à rentrer un peu plus en détail dans les problématiques, à traiter, les sensibiliser sur les sujets des entreprises à impact avant de les pousser à acheter des produits, des services à tout prix. Et je pense que la communication, notamment des entreprises, est vraiment un outil hyper utile pour faire ça, mais qu'on a tendance à sous-exploiter encore un peu. Les entreprises sont quand même conscientes de l'impact que peut avoir leur communication. Il y a des entreprises d'ailleurs pas tellement à impact, pas tellement engagées, qui sont aujourd'hui très très ancrées dans nos quotidiens et dans nos esprits parce que elles ont mis en place une communication à cet effet. Par exemple, des marques comme Coca ou Apple, aujourd'hui, n'en ont même plus besoin de mettre leur nom pour qu'on sache que la communication vient d'elles. Donc, c'est dire à quel point elles ont un peu infusé nos habitudes et nos vies. Et il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui cherchent à faire la même chose, mais pour des sujets d'impact, pour transformer nos habitudes de vie et nos modes de consommation, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant de réfléchir sur ce sujet et de savoir comment est-ce qu'on peut mettre sa communication au service de l'impact et pas au service de modes de consommation un peu moins durables et souhaitables pour le futur de nos sociétés. Très chouette.
Du coup, Margot, est-ce qu'on se pose les questions qu'on avait préparées en amont pour peut-être entamer la conversation avec les personnes qui sont connectées? Oui. Ça te va? Ce qu'on s'est dit pour du coup partager un peu, c'est que nous, on a préparé un peu des questions-réponses sur ce sujet-là. Et puis après, on vous laissera aussi la parole si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure pour que vous puissiez les poser et qu'on puisse débattre, dialoguer autour du sujet de la communication et de l'impact. Super. Donc, Margot, j'ai 2 questions pour toi. La première, je ne sais pas si tu viens déjà un peu de la traiter, donc tu as le droit de passer à la suivante si jamais. La première question, c'était comment peut-on mettre sa communication au service de l'impact positif? Je pense que c'est un peu ce que je commençais à dire, mais l'idée, c'est de sortir un peu de la logique très héroïste, court-termiste qu'on a parfois tendance à avoir en entreprise en termes de communication. Quand on met, notamment d'ailleurs avec la communication sur les réseaux, on a une vision très court terme de conversion, combien d'achats, de followers, etc., va nous ramener tel ou tel poste. On peut réfléchir, si on fait l'exercice dans d'autres termes, en se demandant quel impact va avoir ma communication et comment je peux utiliser ma communication, pas pour vendre X produits ou X services, mais pour transformer la manière de penser des gens qui vont la lire, pour sensibiliser mes clients à telle problématique qui est vraiment très importante dans mon secteur d'activité, etc., etc. Et c'est vrai que quand on parle de communication à impact, j'ai le sentiment que souvent on pense beaucoup à la forme. Il y a plein de choses qui existent pour faire des supports éco-conçus, pour travailler autour de la forme et concrètement comment on fait une communication moins impactante. Mais on ne se pose pas toujours autant la question du fond et on peut mettre en fait le fond aussi au service de l'impact en réfléchissant à concrètement quel impact va avoir ce que je dis sur mes clients ou sur les personnes qui vont lire mon texte, mon post, ma publication. Est-ce que ça va leur donner super envie et du coup, le seul résultat, c'est je vais acheter tel produit et je vais consommer, ou est-ce que ça va leur faire se poser des questions, ça va les faire réagir, ça va créer le dialogue et la conversation avec eux. Et je pense que déjà se poser la question, c'est un premier pas pour mettre sa communication un peu plus au service de l'impact que ce qu'on a l'habitude de faire en entreprise. Et ça reste, le marketing, la communication reste des outils et l'impact qu'ils vont avoir, ça dépend de la personne qui les utilise en fait. Le marketing en soi n'est pas un outil diabolique comme parfois on a tendance à le dire quand on parle de communication et d'impact, mais ça dépend vraiment de avec quelle intention on l'utilise et quelle est la réflexion, la stratégie qu'on a mis en place au moment où on lance sa communication. Ouais, merci. Et du coup, j'avais ma deuxième question, Margot, et celle-là, je sais que tu n'as pas encore répondu. Je sais que tu es passionnée par les entreprises engagées. Du coup, ma question, c'est en 2021, bientôt 2022, c'est quoi une entreprise engagée pour toi, Margot? Alors, je vais essayer de partager ma définition qui n'est pas la vérité absolue. La notion d'engagement, elle est toujours un peu compliquée à aborder parce qu'elle veut dire plein de choses différentes pour plein de gens différents. Moi, j'essaye de la voir au sens large parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de façons différentes de s'engager en tant qu'entreprise. Pour moi, un entrepreneur qui s'engage, c'est un entrepreneur qui, encore une fois, ne recherche pas la croissance, le profit à tout prix. Ça ne veut pas dire que quand on est une entreprise à impact, on ne peut pas faire de la croissance, devenir une grosse entreprise, etc. On n'est pas voué à rester une toute petite entreprise. Mais ça veut dire qu'on se pose la question et que on se demande à différents moments de la vie de son entreprise, est-ce que là, ce qui va avoir un impact positif, c'est le fait de grossir ou est-ce que c'est le fait, je ne sais pas, d'améliorer déjà ce qui existe ou d'arrêter telle ou telle production, je ne sais pas, ça peut prendre plein de sens différents. Pour moi, c'est vraiment vouloir contribuer à une cause plus grande, à diffuser un message plus large que juste consommer mes produits, consommer mes services. Mais ça reste une notion qui est du coup très difficile à aborder encore pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est assez indispensable. Toutes les entreprises s'engagent petit à petit. Mais il y a un peu toujours l'ombre du greenwashing qui plane sur les entreprises qui parlent d'engagement parce que soit elles s'engagent sur tous les sujets, mais avec le risque du coup de rester un peu en surface partout et d'être taxées de faire du greenwashing,
soit elles choisissent un ou deux sujets dans lesquels elles vont à fond. Et dans ce cas-là, elles vont régulièrement avoir des gens qui leur disent, oui, bah, c'est bien, vous vous engagez pour les droits des femmes. En revanche, côté écologie, votre empreinte, elle est quand même importante, vous pourriez faire quelque chose, etc. Et du coup, les entreprises ont beaucoup de mal même à jouer avec ce terme d'engagement parce que elles aussi, soit elles prennent la notion large et on leur dit, oui, c'est un peu trop large, vous restez trop en surface, soit elles vont plus dans le détail et on leur dit qu'elles font pas assez. Et du coup, ça reste même pour elles un sujet un petit peu compliqué à aborder. Enfin, en tout cas, qu'il faut toujours aborder par la nuance. Et je trouve que souvent, cette question, elle se cristallise un peu dans la communication parce que l'entreprise va communiquer sur ce qu'elle fait, ce sur quoi elle s'engage. Et du coup, quand il n'y a pas les actions qui suivent derrière, on a tendance à dire ça ne suffit pas la communication, ça ne suffit pas pour s'engager. Et donc, c'est du greenwashing. Et c'est pour ça que mettre sa communication au service de son impact, ça prend tout son sens quand on veut s'engager parce que c'est à la fois un risque et une opportunité de communiquer sur ces engagements. Et du coup, je rebondis là-dessus, sur le thème de la communication, parce que ce que tu disais, donc par ton passé professionnel et ton actualité professionnelle, tu vois défiler pas mal de profils de communicants. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu les vois se positionner pour justement mettre leurs compétences au service de la transformation des récits, des imaginaires et des façons de faire et quelles sont les tendances que tu as pu un peu observer ou que tu observes encore aujourd'hui sur ces métiers de la communication? Alors, sur les métiers de la communication, c'est donc juste pour resituer, j'ai à peu près 50% de freelance et 50% d'entrepreneurs dans mes clients. Et en tout cas, pour ceux qui sont freelance, il y en a une bonne partie qui sont des communicants et qui ont différents titres. Et on voit qu'au moment de choisir leur titre, il y a entre guillemets, le poids des mots qui est important parce qu'ils savent très bien qu'un mot va plutôt induire une communication plus commerciale versus une communication plutôt plus, on va dire, dans l'information. Et au moment de choisir leur statut, on voit qu'ils hésitent un petit peu. Par exemple, tous les métiers autour du marketing et du copywriting, clairement, c'est une communication qui a pour objectif de vendre. Donc, quand ils se mettent ce titre sur leur page LinkedIn ou sur leur site internet, ils vont vraiment, comment dire, ils vont vraiment attribuer le titre de communicant, mais avec cet objectif de vente, donc prise de brief du client, dans l'objectif de créer un contenu et de faire que des ventes en découlent derrière. Donc ça, c'est pour tous les titres vraiment très liés au marketing. Et puis, il y a des titres un petit peu plus doux où on sent qu'ils s'éloignent de cette logique très consumériste avec tous les titres de storytelling, storyteller du coup, ou même Margot, comme tu le portes si bien, le titre de biographe d'entreprise et d'entrepreneurs engagés, où là, on sent qu'il y a une volonté beaucoup plus d'informer et d'inspirer sa cible versus d'être dans une transaction et de vouloir tout de suite créer ou susciter une vente. Donc ça, c'est plutôt sur les tendances que j'ai repérées au niveau de ce moment de prise de titre, si je peux dire ainsi. Après, je voulais aussi dire que j'ai remarqué que toute communication n'a pas pour objectif de vendre. Donc là, la première partie, c'était plutôt que tout communicant n'a pas pour objectif de vendre. Et même au niveau de la communication qu'ils utilisent, en fonction du titre et de la direction qu'ils veulent donner, ils vont finalement utiliser du storytelling versus du business selling. Donc, quand ils sont dans le storytelling, moi, ce que je recommande souvent, c'est de faire la technique du vous, je, nous. Vous, donc, c'est on inclut la cible, on inclut ses besoins et on parle d'abord de la cible avant de parler de qui on est en tant qu'entreprise et de ses produits. Je, c'est le moment où l'entreprise peut présenter ses offres et son contenu et ce qu'elle a à proposer au monde. Et le nous, c'est l'association de la cible plus de l'offre de l'entreprise pour arriver à une certaine dynamique et à la création d'un certain mouvement. Donc ça, c'est une approche un peu plus douce versus tout le langage qu'on a l'habitude d'entendre avec les funnels de vente, etc., où la page Internet a un seul et même objectif, à savoir convertir pour arriver sur une vente. Donc, on voit vraiment qu'en fonction de là où se place le communicant, l'entrepreneur en question, il va y avoir une autre approche même au sein des outils qu'il utilise dans la communication même. Et je pense que c'est à moi de rebondir sur une question pour toi, ma chère Margot.
Donc, j'en parlais, tu t'es donné ce titre de biographe pour entreprises et entrepreneurs engagés. C'est un terme que j'aime beaucoup. Donc, j'avais envie de savoir, Margot, pourquoi est-ce que tu as créé ce métier et d'où t'est venue l'inspiration? Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. Je n'ai pas non plus complètement créé le terme. Enfin, ça existe, les biographes d'entreprise, mais c'est assez rare. Enfin, c'est assez peu répandu. Et c'est vrai qu'en général, ça suscite la curiosité. Ça interpelle un peu de se présenter comme ça. Euh, et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est effectivement aussi pour faire la différence un peu par rapport au titre de copywriter, par exemple, où là, souvent, ben, pour vendre un produit, on va mettre en avant ses fonctionnalités, des bénéfices que ça va apporter à celui qui l'achète, etc. Alors que moi, mon objectif, c'était plutôt de faire rêver les gens, de les inspirer, de les emmener dans un autre univers, de leur faire, de les emmener en fait un peu dans la tête de l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise, quelles questions il s'est posé et en fait comment il a envie de changer le monde et comment eux ils peuvent changer le monde avec lui ou elle. Et donc du coup, ben, ça implique des logiques un petit peu différentes que je trouve on ne retrouve pas toujours dans le terme de copywriter où là, il va falloir se plonger dans le produit, bien comprendre comment il est fait, etc. Mais là, l'idée, c'est de se plonger dans la personne enfin, en fait, pour raconter l'histoire de l'entreprise, je pense qu'il faut partir aussi c'est intéressant en tout cas de partir de l'histoire de l'entrepreneur parce que il insuffle beaucoup de lui-même ou d'elle-même dans son entreprise. L'entreprise en tant que telle, elle existe, elle a une histoire que parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui a eu envie de faire quelque chose à un moment et qui a mis de lui-même dedans. Et donc, je pense que je passer par ce prisme de la personne qui est derrière, ça aide à humaniser et puis surtout à comprendre ce que veut faire, là où veut nous emmener l'entreprise. Mais du coup, ça implique de se plonger dans l'humain, de comprendre la personne qu'on a en face de soi, ses ambitions, ses idées, c'est sa vision, en fait, là où elle a envie d'aller. Et pour beaucoup de gens, ça reste encore un exercice difficile. Soit ils n'ont pas complètement conscientiser tout ça, soit ils l'ont conscientisé, mais ils ont du mal à l'exprimer de la façon dont ils voudraient, en étant clairs et en étant complètement alignés, en assumant complètement en fait ce qu'ils ont envie de dire. Les gens, souvent, quand on leur parle de biographie, ils ont l'impression que c'est réservé aux personnes célèbres, qu'il faut être une grande personnalité historique pour avoir le droit d'avoir son histoire écrite. Et l'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose de pompeux. C'est vraiment en toute modestie. C'est pas forcément une histoire qui fait 500 pages en 3 volumes et 3 autres à suivre. C'est vraiment assez humblement de raconter son histoire telle qu'elle est, sans utiliser trop de fioritures, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est pour la partie comment on le dit et comment on l'incarne. Et après, il y a aussi la partie comment on le conscientise. Et par rapport à la citation connue, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, je pense que pour faire changer les choses, pour faire advenir le changement, à un moment, il faut déjà l'avoir dit, il faut déjà avoir dit clairement là où on veut aller, avoir écrit, en tout cas, avoir posé quelque part ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est qu'en l'ayant dit, en l'ayant exprimé, qu'on réussit à embarquer ces parties prenantes. Et les gens, s'ils ne savent pas où est-ce qu'on veut aller, en général, ils ne nous suivent pas trop. Et donc, du coup, dans la notion de biographe, pour moi, il y avait toute cette panoplie autour de recherche autour de l'humain et de ce qu'il a à l'intérieur de lui qu'il faut ressortir pour produire le texte qui correspond vraiment à la personne, à l'entrepreneur qu'on a en face de soi. Et je pense que sur cette thématique de la difficulté pour les gens en général et pour les entrepreneurs plus particulièrement de se raconter et de parler d'eux, aujourd'hui avec le nombre d'entrepreneurs que tu côtoies, Justine, est-ce que tu as pu remarquer, déjà, est-ce que tu trouves que c'est facile pour eux? Et sinon, quels sont les freins un peu récurrents que tu remarques quand ces entrepreneurs, ces solopreneurs ont besoin de raconter leur histoire et de dire un peu qui ils sont et ce qu'ils font? Alors, je ne sais pas si c'est spécifique aux entrepreneurs, mais en tout cas, c'est ce que j'ai repéré. J'ai animé à peu près 150 sessions de brainstorming. Donc voilà, c'est sur ce focus group de 150. Grosso modo, il y a quand même souvent le syndrome de l'imposteur qui revient. Finalement, ils n'osent pas trop insister sur leur différenciation
par rapport à leur marché, par rapport à leur concurrence. Et surtout, quand c'est des freelances, finalement, leur différenciation, c'est leur personne, leur personnalité. Et ce qu'on va venir chercher en allant chez cet entrepreneur dans cette entreprise, c'est justement ce qui fait l'entreprise, mais ce qui fait l'entrepreneur surtout, parce qu'on va choisir son prestataire de service en fonction de cette personne. Et très sincèrement, je vois dans les sites internet que la page Qui sommes-nous ou le à propos, elle est noyée 4 onglets plus tard, alors qu'au final, finalement, sur la home page, c'est là que ça devrait être parce que c'est ce qui fait le ciment de l'entreprise et son intérêt. Donc, il y a quand même un syndrome de l'imposteur et souvent, dans les recommandations, on se donne entre nous. D'ailleurs, c'est quand même génial parce qu'on est toujours bien meilleur à donner des conseils aux autres qu'à soi-même. C'est magique. On leur dit souvent et on me le dit souvent aussi, mais voilà, en fait, mets ta personnalité, mets une photo de toi assez rapidement dans le site parce que finalement, c'est pour ton histoire que les gens viennent à toi et vont accéder à ce que tu proposes. Donc, syndrome de l'imposteur. Je vois d'ailleurs quand les entrepreneurs pitch, très souvent, ils oublient de dire le nom de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils disent leur prénom, leur âge, j'ai toujours pas compris l'intérêt de leur formation, et ils racontent ce qu'ils font. Et allez, une fois sur 3, ils oublient de parler du nom de l'entreprise, mais je pense que c'est tellement inné et c'est tellement naturel pour eux d'avoir créé ce service qu'un peu, comment dire, ils pensent peut-être que les gens connaissent déjà le nom ou ils oublient de le dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un réflexe que j'ai remarqué, comment dire, une tendance. Il y a toujours la peur de déranger si on répète trop souvent la même information, alors que la communication, finalement, il faut répéter la même information un certain nombre de fois pour que l'information soit comprise et retenue. Il ne faut surtout pas avoir peur de déranger, sinon personne n'entendra parler de notre service, donc pour la peine, on n'aura vraiment pas dérangé. Ça, c'est un petit peu contre-intuitif. Et aussi, j'ai remarqué, alors j'ai pas mal d'entrepreneurs ou de freelances qui sont en reconversion, c'est-à-dire qu'avant de créer leur entreprise, ils avaient un autre métier, plus corporate. Et ils ne parlent pas souvent de leurs compétences qu'ils ont acquises dans leur passé, parce que c'est comme si au moment de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils avaient fait une grosse page blanche. Et du coup, tout ce qu'ils avaient appris dans leur vie d'avant n'avait plus lieu d'être. Et c'est dommage parce qu'en fait, les compétences, elles ne s'annulent pas, elles s'additionnent. Et je trouve ça dommage de commencer à raconter son histoire à partir de son entrée dans l'entrepreneuriat et pas les années qui ont précédé. Voilà, donc ça, c'était pour les tendances que j'avais pu repérer. Après, ils sont aussi d'excellents communicants sur plein d'autres sujets, mais ça, c'était plus sur les petites choses à changer. Forcément, en ayant fait beaucoup de brainstorming sessions, j'ai le cerveau qui est un peu orienté recommandations stratégiques. Mais super souvent, ils racontent leur histoire avec beaucoup de sincérité et c'est là qu'ils touchent leur audience. D'ailleurs, quand ils pitchent, je leur dis toujours de regarder à quel moment ils déclenchent un sourire. Parce qu'en général, c'est au moment où ils déclenchent un sourire sur les quelques mots où il va y avoir une réaction de l'audience que le ton est juste. Donc ça, ils le font très bien parce que plus ils sont honnêtes et plus ils sont sincères, plus ils vont réussir à choper ces petits détails, ces sourires qui font la différence en fait. Voilà, pour cette partie-là. Moi, Margot, j'avais une autre question pour toi qui était quelles sont les entreprises dont l'histoire te fait rêver en tant que consommatrice et éventuellement en tant que biographe, de quelles entreprises tu rêverais d'écrire l'histoire? Alors, je pense que la première entreprise qui m'a fait rêver, je ne sais pas trop si on peut encore dire que c'est une entreprise d'impact, enfin, une entreprise engagée. On revient toujours sur la complexité du terme, mais la toute première entreprise qui m'a fait me dire j'aimerais bien travailler autour de cette histoire d'entreprise, c'était Michel et Augustin, cas d'école en école de commerce. On a l'habitude de faire des cas d'études autour de cette entreprise, mais en fait, c'est une entreprise que j'avais découverte vraiment à ses tout début, à une époque où elle ne faisait pas encore de publicité, elle n'était pas dans les trains, dans les avions et dans tous les supermarchés. Et je trouvais que du coup, il y avait vraiment, c'était vraiment l'idée que quand même sur des produits où on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose à réinventer, à savoir les yaourts, un peu plus tard les cookies, etc. Finalement, ils ont réussi à proposer une approche différente où quand on achetait le produit, on n'achetait pas vraiment le produit, on achetait le fait d'avoir l'impression de faire partie de l'aventure, de prôner une consommation un peu différente, un peu fun, de la convivialité, etc. Et ça, c'était vraiment un truc où je me suis dit, ils sont vraiment forts là-dessus. Et alors, pour le coup, c'est beaucoup autour de leurs produits.
qui communiquent, mais ils mettent petit à petit aussi en avant plein d'autres initiatives autour desquelles ils fédèrent les gens, enfin leurs consommateurs et autres parties prenantes. Et aujourd'hui, au fur et à mesure je me suis rendu compte que parfois, ils communiquaient pas trop sur d'autres choses et ça manquait un peu de transparence sur certains sujets. J'avais essayé d'échanger avec eux pour avoir plus de détails sur certains aspects de leur entreprise et je me suis un peu pris un mur. Et donc, du coup, ça m'a fait me tourner vers d'autres entreprises. Donc, aujourd'hui, la communication me correspond un peu plus. Il y en a qui sont assez connus comme Loom, qui produit des vêtements éco-responsables. Ils interviennent beaucoup parce ils révolutionnent quand même le secteur. Enfin, ils prennent beaucoup la parole sur les secteurs de la mode et de l'impact. Là, pour le coup, ce que je trouve assez admirable, c'est la transparence dont ils font preuve. Ils communiquent énormément de choses sur leurs coûts de production, leurs techniques de production. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour mettre sa communication au service de l'impact. Les gens ont envie d'avoir de l'information et ils en ont marre qu'on leur donne qu'un petit bout de l'information en disant non, mais le reste, on ne peut pas trop, etc. Ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit parfaite. En revanche, ils s'attendent à ce que l'entreprise leur dise là, je ne suis pas parfaite, là, je suis pas mal, mais là, je ne suis pas parfaite et je vais m'améliorer. Et ça, je trouve qu'ils le font bien. Et il y a d'autres marques moins connues. Il y a notamment Estampe Cosmetics, qui est une marque de maquillage non genré et éco-conçu. Donc, au-delà du fait qu'ils ont des produits éco-conçus et qu'il y a toute une réflexion autour écologique et de l'impact des produits sur la planète, ce que je trouve intéressant dans leur communication, c'est qu'ils ne gardent pas le monopole de leur communication. En fait, ils font beaucoup intervenir leurs clients, notamment, pour que leurs clients puissent partager, pour eux, c'est quoi, ça veut dire quoi la beauté, c'est quoi le genre, ça veut dire quoi le maquillage, ça sert à quoi. Enfin, en fait, ils les sensibilisent. Je ne sais pas s'ils les sensibilisent, mais en tout cas, ils sensibilisent les autres potentiels clients via leurs clients actuels qui ont une vision à partager et qui ont fait appel à cette marque parce que justement, elle ne prenait pas ce qu'on a l'habitude de voir en termes de cosmétiques, de maquillage, etc. Et je trouve que ça, c'est aussi intéressant de faire intervenir ces parties prenantes dans sa communication et pas seulement de dire ce qu'on a soi-même envie de dire en tant que marque et le message qu'on a envie de faire passer. Puis après, il y a Brains Benefits, bien sûr, pour laquelle j'ai écrit du coup une biographie il n'y a pas longtemps. Et ce que je trouvais intéressant, c'était l'idée je trouve que ta communication, elle vise à changer les états d'esprit au-delà du fait de parler de Brains Benefits et de proposer à d'autres entrepreneurs, etc., de rejoindre cette communauté d'entrepreneurs. L'idée, c'est de faire changer les états d'esprit et des gens qui ont l'habitude de fonctionner un peu individuellement. Les entrepreneurs sont habitués à travailler assez seuls parfois et notamment les solopreneurs. Et là, c'est de les fédérer, de les faire fonctionner en intelligence collective et de se dire que collectivement, ils vont réussir à avoir aussi individuellement chacun plus d'impact sur leur business et sur leurs activités parce qu'ils se seront appuyés sur la force du collectif. Et je trouve que ça fait partie des leviers, l'idée de transformer les états d'esprit par sa communication, ça fait partie des leviers d'une communication engagée. Mais je rebondis du coup là-dessus. Je sais que tu t'es pas toujours considérée ou tu te considères pas toujours comme une entrepreneur engagée, même si l'humain est quand même au cœur de ton modèle et que je trouve que c'est une forme d'engagement. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce que tu mets ta communication au service de cet engagement par rapport à d'autres structures qui le font peut-être moins, comme des espaces de coworking, de networking qui reprennent en partie ce que tu proposes, mais qui ont une logique beaucoup moins tournée souvent autour de l'intelligence collective, une logique un peu plus héroïste qu'on ressent parfois dans leur communication aussi. Alors, merci Margot. C'est vrai que je ne me suis pas forcément considérée comme une entrepreneur engagée, parce que pour moi, l'engagement, c'était... Alors c'était peut-être bête de penser comme ça, mais c'était vraiment plus lié au côté éco-responsable. Donc, j'ai eu un peu de mal à me considérer engagée avant que tu me partages la manière dont tu avais élargi la définition. Finalement, la différence avec les coworking, c'est vrai que les coworking vont plus vendre l'accès à un lieu et la beauté du lieu et le confort du lieu.
Alors qu'avec mon concept qui s'est finalement lancé pendant la crise, parce que je l'ai lancé et créé en mai 2020, donc en pleine pandémie, finalement, la seule chose qu'on avait, c'était les uns les autres et le fait qu'on était connectés justement les uns aux autres. Et finalement, de mettre l'accent et la communication sur mes membres, c'est fait de manière très naturelle. Alors, est-ce que c'est de cette manière que je me considère la plus engagée? Probablement, parce qu'au final, c'est une communication qui n'est pas auto-centrée sur la marque, mais qui a pour vocation à mettre les membres qui composent la communauté en lumière, avec leurs talents, avec leurs actions, et surtout, montrer en quoi c'est des super marques qu'on a envie d'encourager et de soutenir. Et finalement, voilà, je partage l'attention disponible de l'audience que Brains a pu acquérir sur les réseaux sociaux avec mes membres pour mettre en avant toutes les choses géniales qu'ils font. C'est vrai qu'à titre personnel, à chaque fois qu'un business ferme, ça me touche énormément, ça me rend vraiment triste parce que je sais le travail et l'énergie qu'il y a en amont. Et souvent, je me dis que si cet entrepreneur avait pu être épaulé et juste bien entouré, en fait, le business aurait pu perdurer et l'activité aurait pu être plus pérenne. Donc, j'essaye de soutenir un maximum de business. Au moment des fêtes de Noël, j'essaye de convaincre tout le monde d'acheter auprès des business de Brains pour ceux qui ont des produits et pas des services. Donc c'est de cette manière-là que je me décris en tant qu'entreprise engagée. Il y a aussi l'idée qu'on est une petite communauté, on n'est qu'une cinquantaine, donc c'est vraiment une croissance raisonnée. Je rencontre chaque membre qui rentre dans la communauté, je comprends ses forces et ses points d'amélioration pour leur proposer le groupe de travail le plus adéquat versus une communauté à 600 personnes où finalement on ne se connaît pas bien et on ne connaît pas les challenges business les uns des autres. Et alors après, à plus petite échelle, mon management, puisque j'ai embauché une personne il y a 1 an, donc j'essaye que ce management soit le plus humain possible. Et pour ne pas reproduire ce que j'avais pu voir en agence de publicité pendant les 7 précédentes années. Donc voilà, petite équipe, petite communauté avec l'accent sur l'humain et les grandes choses qu'il accomplit. Et l'impact se démultipliera quand il y aura 10 employés, 100 employés dans la communauté, enfin chez Brains pour animer la communauté, effectivement. Et je suis sûre que cet impact, en tout cas au service de l'humain, continuera à se développer. Peut-être pour faire une micro-conclusion avant de prendre des questions, s'il y en a. Donc, autour du sujet, je trouve que par rapport pour rebondir sur ce que tu viens de dire et faire le lien avec ce qu'on se disait au début, quand on parle de la communication au service de l'impact, encore une fois, on a l'habitude ce que tu disais, c'est quand on se dit engagé, on pense éco-responsable presque automatiquement. Peut-être de moins en moins, mais c'est quand même assez ancré dans les esprits. Et donc, quand on parle de communication engagée, on pense éco-responsable aussi, éco-conçu, etc. Et en fait, il y a tout le sujet du fond aussi, du message qu'on veut faire passer qui joue un rôle important. Et ce que tu disais par rapport à ce que tu fais, par exemple, l'idée de mettre en avant d'autres entrepreneurs et d'utiliser sa marque comme une plateforme pour faire rayonner aussi d'autres business, c'est aussi réfléchir au fond et voir comment on peut utiliser ce qu'on dit pour avoir un impact positif sur d'autres gens et pas seulement pour valoriser ce qu'on fait individuellement, en tout cas dans son entreprise. Et donc, du coup, c'est travailler sur le message qu'on a envie de faire passer et sur les notions de sensibilisation, d'éducation, etc. Par exemple, dans ton cas, la sensibilisation à tout ce dont on peut avoir besoin en termes d'état d'esprit quand on est entrepreneur pour rester moins seul avec ses problèmes et avoir une vision moins auto-centrée et s'ouvrir aussi peut-être aux recommandations et aux suggestions des autres. Et puis, en complément, de garder effectivement l'authenticité et la transparence dont on parlait tout à l'heure, que tout le monde n'a pas forcément de façon innée. Et en gardant aussi à l'esprit qu'être authentique, c'est pas tout raconter de sa vie au quotidien ou parler de sa vie personnelle quand on est dans un monde pro, mais on peut être authentique en sélectionnant les informations qu'on partage. L'idée, c'est de pas communiquer des choses avec lesquelles on n'est pas complètement aligné ou qui sont vraiment un peu en surface et on le sait très bien, mais on communique comme si c'était un truc hyper profond et hyper engagé. Et ça, je pense que la plupart des gens sont quand même capables de faire la part des choses aujourd'hui et qu'on ne peut plus trop se permettre en tant qu'entreprise de faire ce type de communication.
et que donc ça reste un des points clés pour mettre sa communication au service de l'impact. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Justine, en micro-conclusion sur le sujet de la communication. Pas exactement, je m'étais noté 2-3 points, mais à voir s'ils vont avec les tiens. C'était plus juste pour la notion d'authenticité. Je crois que la meilleure technique reste finalement de demander à son audience, parce que super souvent, les prospects et les clients qu'on a ont finalement les réponses à nos questions et connaissent un peu, connaissent notre prochain produit, connaissent la direction dans laquelle l'entreprise doit aller. Donc, je dis souvent aux entrepreneurs du Brains with Benefits que la réponse est dans la question. Donc, il suffit d'aller interroger sa cible sur ses attentes, sur ses envies, sur ses besoins. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même hyper bien construits pour faire cela, pour poser les questions, que ce soit les sondages sur Instagram, les sondages sur LinkedIn, d'intégrer son audience au maximum et d'être dans la co-création, parce que finalement, plus on ouvre la réflexion, moins on a de chance d'aller dans le mur, ce qui est quand même le but pour une entreprise. Voilà, donc juste en étant très authentique, de ne pas oublier d'intégrer son audience dans l'équation, parce que je pense qu'une bonne partie des réponses peut venir d'eux versus de son propre cerveau. Ce qui est finalement la promesse de chez Brains with Benefits, puisque les questions business des uns font les réponses des autres. Donc, même sa cible a probablement, même son audience, même ses prospects, toutes ces personnes-là ont probablement les réponses à vos questions. Donc, à ne pas oublier au moment de penser à ces futures démarches, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ouais, et ce qui nécessite du coup d'avoir posé clairement ce qu'on avait envie de dire, d'avoir exprimé clairement son message. Encore une fois, parce qu'on ne réussit pas à embarquer les gens sans leur expliquer concrètement dans quoi on essaie de les embarquer. Et une communication qui a vraiment de l'impact, c'est une communication qui va réussir à embarquer des gens, des parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires, des investisseurs, des employés aussi, des collaborateurs, dans une dynamique de changement. C'est-à-dire une fois qu'on leur a présenté la vision, les gens vont vouloir aussi rejoindre l'histoire, s'inscrire dans le récit et co-construire, comme tu le disais, la démarche d'amélioration ou la démarche d'impact. Et je pense qu'il y a vraiment 3 échelons un peu pour réussir à faire tout ça. Il y a d'abord du coup travailler sur toute la notion d'identité, quel est le message qu'on a envie de faire passer et concrètement qui on est et où est-ce qu'on a envie d'aller, qui on a envie de devenir. Après, fédérer le plus grand nombre possible autour de cette mission qu'on s'est donnée. Et puis ensuite, diffuser le message le plus largement possible, l'essaimer pour que ça, semer le plus de graines possible pour que ça prenne partout là où ça peut prendre et que du coup la dynamique soit collective et ne soit plus portée par une seule structure, une seule organisation, mais s'appuie sur la force du collectif aussi pour démultiplier son impact positif. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions, soit à écrire du coup dans le chat ou s'il y en avait qui souhaitaient prendre directement la parole pour poser leurs questions. Ça nous ferait même plaisir de voir vos têtes, donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est toujours impressionnant d'être les seuls avec des caméras allumées. Merci Agnès. Agnès. Bonsoir Maxence. Bonsoir Maxence. Du coup, moi, je vous remercie en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent éventuellement. Merci en tout cas pour cet échange-là et pour cette présentation. Je travaille aussi dans la communication, donc c'est toujours intéressant de voir voilà, d'autres points de vue, d'autres manières d'approcher les choses. Et je suis pour le coup, je vous rejoins beaucoup parce qu'on voit sur plein de communications d'entreprise qu'elles s'intéressent en fait de plus en plus à effectivement quel impact elles ont, à essayer. Alors, il y en a, on voit clairement que c'est du greenwashing, c'est ce qu'il faut effectivement éviter, mais même en tant que consommateur, on voit que les gens se posent vraiment de plus en plus de questions sur leur consommation, sur leur manière d'aborder une entreprise et les choix qu'ils font dans leur consommation. Ils se posent vraiment la question de est-ce que je veux vraiment soutenir une entreprise qui fait telle chose si ce n'est pas en lien avec leurs propres valeurs. Donc, très intéressant de ce point de vue-là. Merci. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions, mais ça peut être aussi des partages d'expériences. J'imagine qu'il doit y avoir des gens qui travaillent peut-être aussi sur des sujets de communication, effectivement, et
c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue sur ces sujets, parce que, comme on disait, la plupart du temps, il n'y a pas une vérité absolue sur le sujet et ça reste des notions toujours un peu complexes à aborder. Donc, les critiques constructives sont toujours appréciées aussi, si elles sont là. Du coup, ça veut dire que tout était clair. En tous les cas, vous êtes super passionné, donc ça c'est le principal. Et je pense que ça mériterait presque de faire un petit résumé de tous les points que vous avez notés pour avoir un impact positif dans la com, petite fiche avec tous les bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup vous en avez parlé, de greenwashing. Et je pense que votre génération, surtout Margot et vous deux là, en fait, qui êtes intervenus, vous êtes sur mon côté droit de l'écran. C'est vrai que on peut plus vous dire n'importe quoi. Vous avez vraiment besoin de sens. Ça devient même tripal. Alors que ma génération, j'ai quelques années de plus que vous, c'était pas dans l'air du temps et ça faisait pas partie de nos demandes. On suivait le tunnel de nos parents. Donc c'est complètement différent et on se rend compte qu'effectivement en termes de management d'équipe ou de gestion d'entreprise, donc là je parle pas de l'association, mais voilà, que là où on parlait il y a 10 ou 20 ans de la guerre des talents dans certains grands cabinets, aujourd'hui ça n'a rien à voir parce qu'ils veulent du sens maintenant tout de suite. Et quand on est une grosse entreprise, c'est très très compliqué de la faire évoluer avec presque un autre business model que vous demandez. Et que si vous n'avez pas, vous dites merci, au revoir. Et ça, les entreprises ne sont pas encore outillées. Alors quand je dis outillées, c'est pas c'est pas en termes de com, mais ne sont pas suffisamment agiles pour mettre en place les bons niveaux d'outils ou de procédures pour répondre à ce besoin-là. Sauf qu'en fait, là, aujourd'hui, il y a urgence parce qu'elles ont besoin de bras pour faire le travail et que si vous venez plus, ça marche pas pour eux. Donc, il y a un vrai sujet pour eux qu'elles vont devoir régler rapidement. Et je pense que la pandémie aussi a été un bon coup d'arrêt pour cette prise de conscience aussi sur l'ensemble de la société sur ces sujets-là. Et que maintenant, c'est plus uniquement votre génération, c'est tout le monde. Donc, ça renforce encore un peu le sujet. Donc, effectivement, communication la plus authentique possible, la plus vraie, qui peut être différente d'une entreprise à l'autre. On a vu des exemples assez intéressants sur les entreprises à mission, grandes, petites, moyennes. Donc, voilà, il y aura peut-être des replays que vous pourrez regarder aussi. C'est assez intéressant en termes de partage d'expérience. Voilà ce que je pouvais dire, mais si d'autres veulent partager aussi, J'ai peut-être un partage aussi par rapport à ce que vous avez dit aussi. Moi, je travaille chez Air Liquide, donc voilà, un gros morceau. Et j'ai l'impression, ayant travaillé aussi chez Total avant, j'ai l'impression que les grandes entreprises comme celle-là ont toujours font un peu du greenwashing, beaucoup même. Et typiquement, ils ont du mal à faire de la communication sur ce qui est vrai, ce qui vraiment arrive aux employés. Je prends un exemple concret. Donc, chez Air Liquide, il y a l'hydrogène, donc l'hydrogène vert. Donc là, ils font beaucoup de greenwashing dessus. Donc ça, ça inonde les réseaux sociaux. Et quelque chose, donc ça, c'est loin en fait de tout le monde. C'est quelque chose qu'on a du mal à toucher. En revanche, quelque chose qui est plus proche, c'est par exemple des actions impact positif, si je peux dire, où dans ma business unit, ils ont décidé de mettre du télétravail 3 jours par semaine pour tout le monde. Ils ont décidé de couper tous les voyages en dehors du Covid. Donc, pour justement en disant, voilà, on est engagé, on prend une prise de position avec le fait que on n'a pas besoin de voyager, ça coûte moins cher, pour tout et n'importe quoi, parce que toutes les personnes qui voyagent dans ce cadre-là, n'ont pas forcément besoin d'être sur place pour faire leur travail. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais ces grands groupes, ils font beaucoup de greenwashing et ils ne communiquent pas sur ce qui est vrai et proche du petit peuple, si je peux dire, des employés. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez remarqué, mais en tout cas, moi, c'est un peu mon ressenti par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est vrai que je pense que la problématique, elle est compliquée pour les gros groupes et on n'en a pas trop parlé, mais
c'est à la fois un avantage et un inconvénient, je pense, de créer sa structure quand on est entrepreneur. C'est qu'à la fois, on part d'une feuille blanche, donc tout est à construire et on part pas avec des casseroles qu'on traîne et qu'il va falloir justifier auprès de toutes ces parties prenantes. Donc, ça facilite un peu la tâche. Et en même temps, du coup, on est très attendu et on n'a pas la même force de frappe et le même budget et la même notoriété qu'une grosse marque, un gros groupe qui, du coup, s'ils communiquaient sur ces sujets-là, aurait 10 fois plus d'impact dès le début que la petite structure qui vient de se créer et que personne ne connaît pour le moment. Mais là où peut-être, en fait, je pense que, je ne suis pas spécialiste des gros groupes, mais je pense qu'ils ont du mal à communiquer sur les petites pratiques qu'ils mettent en place petit à petit parce que dès qu'ils disent une chose positive qu'ils ont faite, en général, les consommateurs leur tombent dessus en leur rappelant les 15 autres choses négatives ou les 15 autres choses qu'ils n'ont pas encore faites pour améliorer leur impact. Et du coup, ils n'ont pas envie de rentrer dans la polémique, donc ils ne le disent pas. Et ce qu'avait fait notamment une pratique du coup, qui serait peut-être intéressante et ce qu'avait mis en place, que met en place Veja et que je trouvais intéressant, c'est sur son site, dans la partie, je ne sais plus si ça s'appelle Notre engagement ou quelque chose comme ça, ils disent tous les sujets sur lesquels ils s'engagent, mais ils disent aussi tous les sujets sur lesquels, toutes leurs limites en fait, tous les sujets sur lesquels ils ne sont pas encore engagés, en expliquant pourquoi. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à s'engager sur ça et en disant, mais on le garde en tête et dès qu'on pourra, on fera plus sur ces sujets-là. Et je pense que ça pourrait peut-être être une piste d'action pour les gros groupes, de dire, on sait que là et là, on n'est pas parfait. On a commencé par telle chose aujourd'hui, mais demain, on sait qu'on doit s'attaquer à tel morceau qui est plus gros et qui va nous prendre plus de temps parce que ça fait des années qu'on existe et on ne s'est pas construit sur ce modèle-là. Donc forcément, la transformation, elle prend du temps. J'imagine que ce serait une bonne pratique à mettre en place, mais c'est loin d'être facile pour des groupes qui existent depuis des années et qui ont tout à transformer aujourd'hui, effectivement, qui sont soumis aux attentes des diplômés qui arrivent sur le marché petit à petit et qui ne veulent plus aller dans ces entreprises, moins aller dans ces entreprises tant qu'elles n'ont pas mis en place ces bonnes pratiques. En tout cas, moins les grandes entreprises communiquent sur ce qu'il y a dans leurs produits parce qu'ils ont peur de se faire attaquer, plus elles donnent le champ libre aux entrepreneurs qui commencent leur discours par « je ne savais pas ce qu'il y avait dans mon déodorant et du coup, j'ai décidé de le créer ». Donc, en fait, moins ils sont honnêtes sur leurs pratiques, la composition des produits, plus finalement, ça va inspirer les plus petites structures et les entrepreneurs à dire mais parce qu'on ne m'a pas dit la vérité sur ce sujet-là, j'ai creusé et ça m'a donné l'opportunité de moi créer mon produit sur lequel je vais être hyper transparent. Il y a 3 ingrédients, voici ce que c'est. Donc en tout cas, c'est pas forcément ça aide pas forcément les grandes entreprises, mais je pense que ça inspire les entrepreneurs sur peut-être les choses à ne pas faire en termes de communication parce que justement, ils ont vu là où les grandes entreprises se faisaient attaquer sur les réseaux, l'absence de communication ou la mauvaise communication en se disant j'ai vu comment eux faisaient, je vais faire tout l'inverse. Et je pense justement que les fondateurs de Veja, je ne connais pas exactement leur historique, je pense que c'est des anciens de grands groupes qui ont dû se rendre compte de ça et ça, on ne le fera pas. Et ils ont une communication pour le coup assez irréprochable. Parce que je suis d'accord avec toi, Margot, le fait de dire on est bon là-dessus, mais on n'est pas encore bon sur tous ces sujets. C'est d'une super honnêteté et en fait, ça plaît aux consommateurs qui finalement se rendent bien compte qu'on ne peut pas être bon sur tous les sujets. L'important étant de dire là où on est bon et là où on a envie de s'améliorer. Mais je crois qu'un des écueils, que je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans le débat, mais c'est le côté radical, la radicalité de certaines, par exemple, pour manger de la viande, on n'en mange plus en pensant que, alors plutôt que de trouver un juste milieu dans ce qui peut être fait. Et puis aussi, un autre élément qui me vient en tête, c'est que parfois, on a des grands groupes qui fabriquent des crèmes au chocolat et qui n'arrêtent pas d'expliquer maintenant comment ils fabriquent leurs crèmes. Et quelque part, on a l'impression aussi que le message n'est pas entendu par le consommateur, qui reste aussi scotché sur une vieille pratique. Et donc ça aussi, on voit bien aujourd'hui dans ce qui se passe dans la société que parfois, on a beaucoup recommuniquer de la bonne façon, ce n'est plus entendu. C'est comme s'il y a un blackout direct de la part du consommateur ou de la personne qui va lire. Donc ça, vous avez une solution là-dessus ou pas? Parce qu'il y a ça aussi. Si on avait la solution, ce serait bien aussi. Je pense qu'on ne serait pas les premières à l'avoir et que ce serait déjà mis en place, mais il y a aussi, par exemple, il y a des marques qui communiquent de plus en plus sur leurs procédés de fabrication, de production, etc. Et ça, c'est assez apprécié
des consommateurs, c'est quand même demandé de plus en plus. Donc, j'imagine entendu de plus en plus, même si ça prend du temps. Et que, en fait, ça demande d'éduquer les consommateurs à ça parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir ce genre d'informations. Donc, il ne faut pas juste leur donner l'information. Il faut faire tout un processus d'éducation pour leur expliquer pourquoi c'est important de le savoir, etc. Mais je pense que ça va quand même avoir de plus en plus d'impact. Enfin, aujourd'hui, c'est reproché notamment à des marques de mode qui ne communiquent pas sur leurs usines et comment sont fabriqués leurs vêtements. Et en fait, elles partent du principe qu'on ne peut pas être transparent parce que la concurrence, on ne peut pas dire où est-ce qu'on produit parce qu'il ne faut pas que les concurrents sachent dans quelle usine sont faits les produits, etc., etc. Et à l'inverse, on se rend compte que les marques qui ont communiqué sur leurs usines, qui ont tourné des vidéos pour montrer comment leurs produits étaient faits, qui permettent à leurs consommateurs de se rendre dans l'usine s'ils ont envie d'aller dans l'usine, a priori, elles ne se sont pas fait voler toutes leurs usines par des concurrents et ça ne les a pas empêchés de continuer à se développer, au contraire. Donc, du coup, il faut un peu déconstruire l'idée reçue auprès des entreprises qu'être transparent, ça va leur nuire, qu'on ne va pas venir leur piquer du jour au lendemain toutes les idées ou toutes les choses dont elles vont parler. Et après, éduquer en aval le consommateur qui est quand même en demande de traçabilité aussi et d'informations sur la manière dont les produits sont faits, qu'ils sont faits à tel endroit et que c'est utile qu'ils le sachent parce que ça veut dire que si c'est fait comme ça, ce sera moins nocif pour sa santé ou ce sera moins nocif pour l'environnement. Enfin, en tout cas, lui faire comprendre en quoi cette information peut changer son appréhension du produit ou du service. Et moi, ma petite reco, quand j'étais aux États-Unis, j'ai bossé pour Tampax, donc la marque de tampons, qui voulait montrer que ces produits étaient de moins en moins mauvais pour les personnes qui l'utilisaient en termes de composition. Sauf qu'en fait, il y avait un petit souci dans la production quand même. Donc, ils ont voulu raconter le début de l'histoire, mais ils ne pouvaient pas non plus dire exactement ce qu'il y avait dedans, parce que sinon, ils se tiraient un peu une balle dans le pied. Donc, à la place, ils ont voulu filmer les employés de chez Tampax pour dire qu'ils adoraient bosser pour cette entreprise et que c'était une super équipe, etc. Et qu'ils allaient montrer les locaux, mais pas vraiment la production. Donc, ils y sont allés... ils ont mis un pied dedans, mais ils n'ont pas mis les deux. Et du coup, la réaction n'a pas été très positive parce que soit vous y allez à fond et vous montrez vraiment le processus de fabrication et vous mettez les caméras là où il faut qu'elles soient, soit de faire quelque chose à moitié, au final, ça les a pas aidés parce que du coup, les consommateurs ont dit, bah oui, mais tu nous montres que les équipes, tu nous montres pas la composition des produits. En disant, on va te montrer les backstage, c'était un demi-pas. Et donc, je dirais que peu importe la communication qui est choisie, il faut y aller à fond. Parce que le côté je mets qu'un pied dedans et pas les deux, finalement, le consommateur aime pas vraiment parce que c'est pas assez franc du collier. Donc, je pense que peu importe la solution qui est choisie, la plus transparente forcément sera la meilleure. Mais l'idée, c'est d'y aller vraiment parce que sinon, ça risque il risque d'y avoir un backlash. En plus, quand il y a l'image, c'est encore plus difficile peut-être de tromper par l'image que par les mots. Quand il y a les mots, on peut toujours laisser parler son imagination et s'imaginer quelque chose de très bien derrière. Quand il y a l'image, les gens ont du mal à rester vraiment dans le rôle ou à être convaincants si ils pensent pas complètement ce qu'ils disent ou ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ça peut desservir effectivement quand c'est pas fait, quand l'intention n'est pas complètement bonne et engagée derrière. On a eu un point tout à l'heure de Cécile D qui levait la main. Je ne sais pas si Cécile, tu veux toujours intervenir? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui. Oui, en fait, finalement, Margot en a parlé. C'était pour les grandes entreprises. Moi, je vais rentrer dans un grand groupe de la distribution. Et c'est vrai qu'au service communication, et en fait, justement, pour eux, ils ont très peur de dire là où ils sont pas bons, parce qu'ils se sont dit, on nous attend déjà tellement au virage que voilà, les gens, c'est le lynchage assuré. Et en fait, l'idée, c'est plutôt au contraire de dire, voilà, on est conscient de tous les points d'amélioration qui sont à venir parce que sinon, voilà, comme vous disiez très très bien du coup, que ça laisse de la place déjà aux gens d'imaginer beaucoup de choses, de se dire, on continue à nous cacher des choses, tout ça. Donc là, il y a une vraie opportunité pour les grands groupes.
qui beaucoup déjà travaillent en fait à faire mieux parce que et pour l'attraction des clients, mais aussi parce qu'ils ont envie d'être une entreprise qui continue de fonctionner bah, pour encore très longtemps. Donc voilà. Mais bon, c'était sur ça que je voulais rebondir. Merci pour le partage. Est-ce qu'on a d'autres partages d'expérience, questions? On arrive à la fin, j'ai On l'impression. arrive à la fin, c'est ça. Ouais, je pense on va peut-être éviter de trop dépasser, même si le sujet, je pense, pourrait mériter 2 heures de discussion supplémentaire. Mais du coup, ouais, il y a d'autres conférences qui suivent derrière, donc si on veut pas empiéter sur ça. Si c'est OK pour vous, du coup, on va clôturer pour aujourd'hui. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour votre participation. Merci Justine, merci Margot pour cette super présentation. Merci. Pour ceux qui, du coup, veulent s'engager pour un positive impact, côté Bruxelles, on a la marche pour le climat le 10 octobre. Voilà, où normalement, ça va être un gros truc, c'est en préparation pour la COP, avant la COP 26. Donc, pour ceux qui sont engagés au côté écologie, n'hésitez pas à venir marcher. Et puis, sinon, à une prochaine conférence ou un prochain événement sur le réseau Neoma Alumni. Merci Marion. Merci Marion. Merci à tous. Merci à vous pour cette Merci à super tous présentation. d'avoir été là aussi. Et merci pour vos questions et partages d'expérience, c'était sympa.